Merci, Monsieur le Président. Je vais faire court parce que, comme vous l'avez remarqué, il y a quelques prises de parole. Et ils sont au moins aussi bavards que les élus, ceux-là. Et donc, on va essayer d'éviter de vous faire passer trop de temps. D'abord, exprimer à la fois une immense frustration et une grande joie. D'abord, la frustration, c'est de faire ces vœux ensemble, mais pas tous ensemble. Je crois qu'il y en a qui nous regardent à distance. C'est un peu l'air du temps. On est en distanciel et évidemment c'est difficile pour nous toutes et tous. J'en dirais sans doute un mot, mais en même temps une joie. C'est que d'habitude pour nous élus, c'est 40, 50, 60 cérémonies de vœux pendant le mois de janvier. Il se trouve que me concernant physiquement en présentiel, c'est la première et l'unique du mois de janvier. Donc au moins ça me fait plaisir de vous retrouver les uns et les autres pour le peu que nous sommes présents ici. C'est toujours du contact de gagner. Je voulais juste vous dire, puisque ce sont des vœux et qu'il y a des chances, parce que nous partageons ensemble la culture locale, l'ambition locale, que nous puissions être redondants, vous dire d'abord que j'ai une pensée pour tous les étudiants de nos sites, pour tous les étudiants de France, qui vivent très difficilement cette période qui nous est donnée de traverser depuis presque un an maintenant, et en même temps que je pense à eux, et notamment à celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de revenir. J'entends bien qu'il y en a un léger pourcentage qui va pouvoir revenir, mais enfin il y en a qui vont encore être nombreux à rester chez eux. Je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse du fond du cœur toutes les équipes qui sont ici et qui ont permis des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs d'étudiants à distance. Je pense qu'on peut vous remercier. Ça a été une année particulièrement difficile. Et malheureusement, mon petit doigt me dit que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Et évidemment, à travers nos étudiants, je vois de nombreux partenaires dans la salle, la culture qui est évidemment beaucoup touchée. Donc merci à toutes et tous de se serrer les coudes. Michel prendra la parole après moi au titre de notre agglomération. Mais nous sommes là en soutien tel que nous pouvons le faire dans ce qui concerne nos délégations. Mais Michel en parlera. Je pense notamment à l'apport sur les repas, sur les 2 repas à 1 € la journée. Enfin, on essaye de mettre en place des dispositifs collectifs pour accompagner dans cette période difficile. Mais vous dire également, puisque c'est une période de vœux et que le monde d'avant ne doit pas ressembler au monde d'après ou vice-versa, vous dire que nous travaillons les uns et les autres avec beaucoup de fierté. Évidemment, l'enseignement supérieur, la recherche, tel que ça a été dit par Patrick et par l'ensemble universités et grandes écoles qui nous accompagnent, mais j'en profite pour avoir évidemment un message bien plus qu'amical, parce qu'on fait système aussi avec eux à notre faculté du métier, au CFA EVE, et puis évidemment à l'IRFAS. Nous avons quasiment 20 000 étudiants apprenants. Nous sommes ville apprenante de l'UNESCO, l'un des 4 territoires en France, parmi les 200 villes, territoire apprenant du monde entier à Ivry-Courcouronnes. Nous en sommes fiers, avec cette volonté de démontrer, de mettre à l'épreuve le fait que l'on puisse apprendre à tout âge. Et nous faisons ici système dans le cadre de cette ex-ville nouvelle qui doit se transformer en vraie ville, avec des aménités incroyables qui peuvent nous donner beaucoup d'espoir sur l'avenir. Et l'espoir, ça passe très souvent par l'enseignement supérieur et par la recherche. Donc merci à nous tous collectivement de faire système. Merci à l'État de nous accompagner, cher Benoît Caplan, dans toutes les démarches que nous entreprenons. Je le disais tout à l'heure, on vient de vivre une année évidemment difficile, on va sans doute en vivre une nouvelle, mais ça ne nous empêche pas, les uns et les autres, à travers le CPER, à travers le plan de relance, d'unir nos forces pour faire que l'ensemble de ce territoire puisse rayonner véritablement à la mesure de ce qu'il est en tant que ville-capitale. Donc merci à toutes et tous de votre engagement. Bonne année, et une fois de plus, on se serre les coudes, on se relève les manches et on bosse ensemble. Merci. Bien, j'enlève le masque, on respecte les distances. Écoute, moi aussi, ravi d'être là. On était hier déjà tous ensemble, puisqu'on avait une visite, alors pas ministérielle, mais enfin
je dirais, des plus hauts représentants de l'État régional. Et comme on avait envie de se montrer sous ses plus beaux atours, évidemment, l'ensemble des directions d'école et présidents d'université étaient présents, et ça a marché, puisque le préfet de région, en tous les cas le SGAP, était assez séduit du dynamisme, de votre dynamisme. Et je crois que je m'associe à ce que dit évidemment Stéphane. Je crois que ce dynamisme-là, vous l'avez parfaitement incarné, mais vous représentiez l'ensemble de vos équipes, de vos écoles, et on peut effectivement vraiment vous applaudir, vous toutes et tous, mais aussi évidemment tous ceux qui travaillent avec vous au quotidien. Voilà, on a vraiment énormément de chance d'avoir sur ce territoire ce niveau d'excellence, ce niveau d'engagement, ce niveau de mobilisation qui est le vôtre. Parce que quel est l'objectif de notre territoire? C'est tout simplement de faire en sorte que tous ceux qui y habitent puissent se construire et se reconstruire. Et ça, quel est le levier le plus important? Eh bien, c'est la formation. La formation qui permet de se construire, mais qui permet aussi de se reconstruire. Et nous avons sur ce territoire voilà, des universités, des écoles magnifiques, la faculté des métiers, EVE, enfin voilà, tout ce qui est en formation supérieure et en formation professionnalisante et qui atteint un niveau d'excellence tout à fait remarquable. Quel est le rôle, évidemment, des collectivités? Bien, c'est d'accompagner. De quelle manière peut-on accompagner? En faisant système, ça a été très bien dit, ou écosystème, c'est-à-dire faire en sorte que la recherche, la formation, mais aussi bien évidemment le monde des entreprises et puis le monde de la culture, le monde du sport, à un moment donné puissent se rencontrer pour faire en sorte de faire fructifier les qualités des uns et des autres. Et puis comment peut-on accompagner? Eh bien avec des mots peut-être, mais surtout avec des financements. Et nous avons beaucoup travaillé évidemment sur les financements futurs, lourds, importants, de manière à acter la présence de la formation, la présence de la recherche sur notre territoire. Et nous ne faisons pas que porter, nous faisons aussi financer. Voilà, donc l'agglomération contribuera de manière extrêmement significative, de manière à ce que la checklist que l'on a élaborée ensemble ne soit pas seulement une checklist, mais une checklist en partie financée. Donc l'excellence, elle est là. Mais la singularité peut-être de notre territoire, parce que l'inclusion républicaine, comme on l'appelle communément maintenant à Grand Paris Sud, fait partie de nos valeurs. Eh bien, c'est que cette excellence, ça soit une excellence pour tous. Voilà, l'excellence pour tous. Et je crois qu'à travers des dispositifs que les uns les autres, évidemment, sont en train de proposer, alors je pense au dispositif Prêt à venir, voilà, merci, qui permet justement de favoriser cela. Je pense aussi au fait que nous faisons lien entre l'éducation et la formation supérieure, à travers les cités éducatives, à travers l'incubateur éducatif, de manière à ce qu'il y ait une continuité, à travers les actions qui favorisent notamment l'égalité femmes-hommes et qui permettent aux jeunes filles de suivre peut-être un peu plus de formation scientifique. Et puis tout simplement à travers ce que Stéphane a relaté tout à l'heure, c'est-à-dire cette solidarité. Voilà, cette solidarité qui s'exerce. Alors on peut dire c'est un mot, mais cette année, cette solidarité, elle est hélas incarnée à travers tous les dispositifs de soutien que nous avons collectivement mis en place pour les étudiants. Et quand je dis collectivement, c'est sous toutes ces dimensions, les dimensions alimentaires, les dimensions vestimentaires, les dimensions culturelles, les dimensions santé, les dimensions accompagnement psychologique. Bref, il y a eu un travail absolument extraordinaire. Donc le territoire de l'excellence, grâce à vous, c'est ici. Le territoire de l'excellence pour tous, grâce à nous tous, c'est ici aussi. Je vous remercie. Madame la députée, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être ici parmi vous pour représenter Éric Jalon, qui vous salue tous et qui travaille actuellement justement à la gestion de la crise sanitaire, et vous comprendrez qu'il ne soit pas avec nous aujourd'hui. Moi, je retiendrai quelques éléments pour nous projeter dans l'année 2021. C'est vrai que l'année 2020 a été une année compliquée, difficile, et d'abord pour les étudiants et pour leurs professeurs et leurs enseignants. Et je voudrais saluer là toute l'endurance dont ils ont su faire preuve et leur dire qu'il va vraisemblablement, compte tenu de la situation sanitaire, devoir faire encore un effort. Ça, c'est clair. En même temps, moi, j'ai rencontré des équipes
et je me souviens de discussions avec certains professeurs qui souffraient justement de cette distance physique, et je reviendrai sur les mots de Stéphane Baudet. Effectivement, c'est un grand plaisir dans ce moment de début d'année de pouvoir quand même à un moment se voir. Et c'est bien l'horizon qui nous occupe, et tous les efforts que nous faisons aujourd'hui pour combattre cette épidémie qui nous déstabilise, vous en tant que corps académique, en tant que corps apprenant, mais aussi l'ensemble du pays, l'ensemble de l'Europe et de l'ensemble du monde, eh bien, malgré cela, il va falloir continuer à faire cet effort-là. Mais on sent bien, même si c'est complexe à mettre en place, que la solution, notamment apportée par la science, qui est en partie présente sur le territoire d'Évry-Courcouronnes et sur le territoire de Grand Paris Sud, va nous apporter une réponse. Et pour vous dire que autour du préfet, avec l'ensemble des agents de l'État, avec l'ensemble des collectivités territoriales, nous réfléchissons et nous faisons des efforts ensemble pour pouvoir apporter les meilleures solutions possibles, les meilleures réponses possibles dans cette période de crise en faveur du monde académique. Voilà ce que je voulais vous dire en ce début d'année. Pour autant, mais je crois que ça a été dit, l'année 2020 n'est pas sur un bilan négatif, parce que nous n'avons pas arrêté de cesser de nous mobiliser. Et ça, c'est un des points importants, que ça soit avec les collectivités territoriales et avec les forces académiques, notamment de Grand Paris Sud et singulièrement d'Évry-Courcouronnes. Et de ce travail naissent des projets et des avancées. Et si, dans le plan de relance, sur les 115 millions de l'État, il y a près de 10% des crédits qui tombent sur le campus évrien, c'est parce que ce campus est capable de faire la preuve de son importance. Et là, je me tourne vers l'année 2021, c'est que vous allez continuer à vous mobiliser parce que nous sommes devant des échéances aujourd'hui importantes. D'abord, on continue sur le plan de relance, on prépare le contrat de plan État-région, et ce sont des moments forts où il faut montrer effectivement votre excellence collective, j'allais dire la nôtre, parce que je crois qu'on a un partenariat très profond. Et effectivement, nous avons fait la démonstration ensemble hier de l'intérêt du campus évrien et de l'intérêt aussi de cette position centrale de la conurbation au sein de Grand Paris Sud. Et ça, de ce travail, je pense qu'on peut en être fier et que c'est vraiment une donnée importante pour l'avenir. Donc mon message, c'est pour 2021, pour le compte de l'État, de vous dire que cette mobilisation, elle doit continuer parce qu'elle porte des fruits. Nous avançons, nous produisons, il y a une mobilisation sur ce territoire qui est assez unique. Et Pierre-Antoine Molina, le préfet secrétaire général aux politiques publiques, a été extrêmement frappé par cette fluidité, par cette capacité de se parler que vous avez entre acteurs du territoire, chacun dans ses responsabilités, je dirais chacun aussi dans les rêves d'amélioration qu'il porte, mais vraiment dans un espace où tout le territoire et toutes les populations du territoire est embarquée. Et effectivement, je pense qu'il y a un des éléments qui a beaucoup frappé le représentant du préfet de région, c'est cette liaison entre les enjeux d'excellence et la capacité justement à porter l'ensemble de la population du territoire. Et effectivement, en cela, l'État est profondément engagé autour de vous. Je redonnerai après les exemples qu'ont donnés Stéphane Baudet et Michel Bisson aussi une action que nous mettons ensemble en commun, c'est la mise en place d'une classe préparatoire ENA, ici à Évry, en s'appuyant sur les forces vives du territoire, les forces vives académiques, les forces vives des hauts fonctionnaires de ce territoire qui viennent donner des cours pour donner justement cette appréhension des politiques publiques à la future élite administrative de notre pays qui est formée sur ce territoire. Mais je vais vous dire une chose, pour moi qui ai préparé quelques concours administratifs, ce qu'on est capable de mettre ensemble en commun sur ce sujet-là comme sur d'autres, c'est une réponse que j'aurais rêvé d'avoir, moi, quand je l'ai préparée. Et donc, il y a une singularité, il y a une capacité de ce territoire apprenant tout à fait singulière. Et je pense que
pour démarrer l'année 2021, c'est vraiment cette conscience de votre force, de notre force que nous devons avoir, parce que c'est celle-là qui va nous ouvrir plus grandes les portes de l'avenir et une année 2021 que je vous souhaite bonne et surtout meilleure. Merci à tous. Denis tremble en voyant mes papiers. Mais on se taquine et c'est aussi une de nos forces de savoir rire de nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, chers amis, Madame la députée, Monsieur le Président, Monsieur le maire-président, Monsieur le secrétaire général, comprenez que c'est un très grand plaisir de vous accueillir ici à l'Université d'Évry, Paris-Saclay, ici, et je m'adresse aussi à celles et ceux qui sont à distance, pour cette cinquième, Monsieur le secrétaire général, cinquième cérémonie des vœux de Campus Évry. Ce n'était pas avant votre naissance, mais avant votre arrivée, maintenant Évry-Courcouronnes. Monsieur le maire, notre cérémonie témoigne en effet de l'unité et de cette ambition partagée d'œuvrer ensemble et qui est portée par les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche de notre territoire et qui tous sont articulés avec des alliances constructives plus larges, que ce soit avec l'Université Paris-Saclay, pour ce qui nous concerne, l'Institut Mines Télécom, pour nombre d'entre vous, et ou l'Institut Polytechnique de Paris. Cette année, nous avons décidé de placer nos vœux sous l'égide du bien commun. Et tout à fait au-delà d'un effet de mode, la société, comprenez-le, a besoin aujourd'hui de durable, du sûr et, espérons-le, du solidaire. Ces éléments fondent notre bien commun dans un monde que l'on sait maintenant ne pas être infini. Demain, cette attention plus prononcée à l'autre, à la solidarité, à ce qui se passe hors de nos frontières, devra être incluse dans toute activité d'envergure, toute action, afin de ne pas altérer ce bien commun. On pense bien entendu aux décisions qui sont liées à l'énergie, aux ressources extractives, à l'alimentation, à la santé, mais on pense aussi aux décisions qui sont celles des organisations, à tout ce qui touche aux données massives de la sécurité qui doit les entourer, car ces données sont le reflet de nos vies et parce qu'elles bordent nos libertés. Je pense ici également, puisque nous sommes à Évry-Courcouronnes, aux données du séquençage humain et à celles du séquençage du vivant en général. Un point focal, bien entendu, concerne les micro-organismes. Ce n'est pas nouveau. Cette question, vous le savez, était celle, il y a 45 ans, de la conférence d'Asilomar, organisée par Paul Bert. Paul Bert, prix Nobel en 1980 pour ses travaux sur l'ADN, prix Nobel de chimie pour ses travaux sur l'ADN, souhaitait un moratoire sur les manipulations génétiques touchant aux bactéries, afin de prévenir leur dispersion dans l'environnement. La conférence, certes, ne s'est pas conclue sur un moratoire, vous le savez, mais sur un appel à la mise en place de conditions de précaution et d'une sécurité renforcée, afin que l'on n'utilise pas ces organismes qui pourraient être dangereux pour l'homme ou bien capables de se reproduire chez l'animal et revenir en boomerang chez l'homme. Aujourd'hui, je crois que nous sommes pas dans une ambiance volontaire, bien entendu, mais nous sommes dans ce monde et nous voyons qu'ainsi, au regard du bien commun, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières physiques, il n'y a pas de barrière d'espèces. Nous ne pouvons plus ignorer, au moment de décider, nous ne pouvons plus ignorer l'impact de nos choix d'organisation sur l'environnement, mais également sur l'émergence de maladies infectieuses ou bien systémiques qui, par d'autres biais, notamment via l'exposome, pourraient mettre en péril l'homme. J'ajouterai, car cela nous concerne également tous, qu'il nous faut à cet endroit penser, et vous l'avez dit, Monsieur le secrétaire général, penser et appuyer la qualité d'éducation, bien entendu l'enseignement supérieur, mais l'éducation tout au long de la vie, de la maternelle et bien après, lorsque nous sommes en activité, car je suis convaincu qu'il n'y a pas de choix éclairés, ça n'existe pas sans une éducation profonde.
Ces questions, bien entendu, sont anciennes, elles sont aussi contemporaines, elles touchent à la paix. Ces questions étaient celles des fondateurs de l'ONU il y a plus de 70 ans, et on le comprend, vous le comprendrez, la question du bien commun nous traverse tous, elle envahit toutes les dimensions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous-mêmes avons toujours fonctionné, nous-mêmes chercheurs, sans frontières. C'est une nécessité vitale pour la recherche. La recherche pense toujours demain, par essence, par définition. Il faut désormais y mettre encore plus d'éthique, et c'est pour cela que nous sommes ici, pour ce temps des vœux. Je vous remercie de partager ce temps avec nous quelques instants, qui est bien, vous l'avez compris, consacré à l'esprit du bien commun, à nos visions, à nos implications. Et je vais donner tout de suite la parole à François Delacherie, nommé récemment par Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher et Cédric O à la tête de Télécom Sud Paris. Il a pris ses fonctions et nous a rejoints le 1er décembre dernier, et c'est un vrai plaisir de partager ce temps. François. Une de nos priorités à tous les 5, c'est d'attirer de nouveaux talents du territoire, des régions de France, de l'Europe, du monde. Je donne quelques chiffres. À l'Université d'Évry, on accueille quasiment 2000 étudiants étrangers chaque année. À Télécom Sud Paris, nous recrutons 30% de nos enseignants-chercheurs à l'international. Attirer de nouveaux talents, c'est valoriser l'excellence de notre recherche. Et la valeur n'attend pas toujours le nombre des années. Je donne un exemple. Très récemment, un de nos jeunes étudiants de 3e année, qui s'appelle Yuri, vient de remporter un prix national. Il est à moitié en France, à moitié à Montréal, en appliquant les sciences numériques à la détection de rétinopathie chez des patients diabétiques. Attirer de nouveaux talents, c'est aussi travailler à la diversité des parcours et à permettre à tout le monde d'accéder à l'enseignement supérieur. Avec Denis, nous participons tous les deux au Cordée de la réussite. Ça veut dire que nous allons voir ensemble les lycéens des établissements les moins favorisés pour leur parler d'enseignement supérieur, leur donner envie et les convaincre que eux aussi peuvent faire partie de ces nouveaux talents. Attirer de nouveaux talents, c'est aussi monter des coopérations internationales. Je citerai l'exemple de l'Université d'Évry encore, qui a monté une alliance pour la santé globale en Europe avec l'Université de Paris-Saclay, avec l'Allemagne, avec la Suède, avec le Portugal, avec la Hongrie. Attirer de nouveaux talents, c'est tous ensemble mettre en valeur nos marques sur le territoire. Et avec Laurent et aussi avec Denis, par exemple, nous partageons la marque IMT Starter, qui est notre incubateur où nous mettons de nouveaux talents, en général des jeunes, en contact avec le monde de la start-up. Alors ce que je nous souhaite à nous tous, c'est d'attirer en 2021 de nouveaux talents. Et pensons aussi qu'en ce moment même, il y a des jeunes qui sont en train de finir leur année de lycée. Et donc, je nous souhaite à tous, en 2021, de former aussi de nouveaux talents dans nos enseignements, dans nos établissements d'enseignement supérieur. Et je cède la parole à Laurent Prével.
Merci François. J'ai aussi œuvré sans le masque. Je suis démasqué, ciel. Alors, pour poursuivre dans ce qu'ont dit Patrick et François, effectivement, on vous a parlé du bien commun. Là, on vient de parler d'attirer tous les talents. On essaye aussi de le faire au-delà, le fameux triptyque enseignement supérieur, recherche et innovation. On essaye aussi de le faire sur la facette de l'innovation. Parce qu'effectivement, ces biens communs et surtout la préservation de ces biens communs posent de nouveaux défis. Et si on veut les réussir, il faut qu'on soit absolument innovant. Alors, on a effectivement déjà de la chance parce que sur ce territoire, on a déjà des objets ou des entités qui œuvrent dans ce domaine. François a cité l'incubateur IMT Starter, qui est commun à nos 3 écoles. Il y a aussi un incubateur qui est au Génopôle. On a aussi la chance sur le territoire d'avoir le cluster drone, dans lequel certains d'entre nous sont acteurs. Et on est aussi, par exemple, tous réunis dans un autre cluster qui est le cluster Grand Paris Sport. Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi avoir à l'esprit qu'il faut attirer à la fois, et c'est un petit peu là la complémentarité, à la fois les étudiants, les enseignants-chercheurs, mais aussi les esprits innovants, parce que c'est de l'intelligence collective avec laquelle on pourra effectivement résoudre ces défis. Et nos structures, incubateurs ou clusters, elles sont là effectivement pour réunir et pour faire du brainstorming entre à la fois les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les collectivités locales, les entreprises du territoire et les start-up. Et donc cette attractivité, elle marche déjà un peu. Je peux vous donner quelques exemples pour le C19, qui est un autre aussi espace qui est sur le territoire. On est en pourparlers, là, c'est quasiment fait, avec une start-up qui nous vient d'Afrique du Sud, qui a souhaité avoir un point d'ancrage en Europe, qui a commencé par choisir la France, qui ensuite a mis en compétition, en coopétition tous les incubateurs de France. Et on a fini entre le C19 et un incubateur que je ne citerai pas, qui est à Grenoble. Et l'entreprise va s'installer probablement au printemps prochain au C19 à Évry-Courcouronnes. Bon. Et on est aussi en train de beaucoup travailler avec nos amis entre guillemets anglais, puisque maintenant qu'ils ont quelques petits soucis, on les a définitivement laissés sur leur île, il y a quand même des gens qui ont envie de venir sur l'Europe. Et je pense qu'on a aussi des cartes à jouer, d'ailleurs plus largement, pas seulement sur la partie innovation, mais aussi sur les enseignants-chercheurs et pourquoi pas les étudiants. Voilà, donc puisqu'on en est au vœu, j'ai envie de dire effectivement, faisons le vœu que chacune de ces structures puisse continuer à croître pendant l'année 2021, et aussi, alors chacune dans son domaine, mais vous l'avez compris, et c'est là tout l'intérêt de ce campus évryen sous la houlette de l'Université d'Évry depuis maintenant 5 ans, c'est aussi l'idée de le faire collectivement. Voilà. Donc je m'arrêterai là, et je passe la parole à Denis. Merci Laurent. Alors attirer les talents, c'est attirer tous les talents dans leur diversité. Et ce n'est pas simplement attirer les talents, c'est aussi assurer leur réussite, assurer leur insertion dans la société et dans l'économie. Et cette diversité, et développer cette diversité, permettre à tous d'avoir leur chance, ce n'est pas simplement un enjeu éthique, un enjeu de responsabilité de tous les acteurs publics que nous sommes, mais c'est aussi permettre à ces talents individuels et collectifs de bénéficier de cette diversité, parce que la diversité, c'est une richesse. C'est une richesse qui permet l'innovation, c'est une richesse qui permet le développement, c'est une richesse aussi qui est sans doute apaisante. Alors quand on pense diversité ou ouverture, quand on est dans un territoire comme celui d'Évry-Courcouronnes, la première dimension à laquelle on pense, bien évidemment, c'est l'ouverture sociale. Et vous avez pu voir que récemment encore, dans les médias, suite à un rapport d'un institut d'études, les grandes écoles étaient mises sur la sellette pour leur absence de diversité sociale, leur reproduction des élites. À Évry-Courcouronnes, c'est absolument pas vrai. À Évry-Courcouronnes, dans nos écoles et à l'université, on a un taux de boursiers qui est entre 30 et 50% des étudiants. Et on a, à côté de ça, un taux d'insertion dans la vie professionnelle absolument excellent. À Évry-Courcouronnes, nous autres, tous là, nous faisons toujours fonctionner l'ascenseur social. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. C'est aussi quelque chose dont je pense auquel nous sommes très attachés et nous sommes fiers. Alors, quand on parle de diversité et de diversité sociale, bien évidemment, on pense, et c'est ce que je viens d'évoquer, aux freins économiques. Il y a les bourses qui permettent de contourner cette difficulté. Il y a aussi un autre
système qui est extrêmement important et qu'il faut préserver dans l'enseignement supérieur, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, à Évry-Courcouronnes, il y a plus de 2000 apprentis dans nos établissements, dans l'enseignement supérieur. C'est un dispositif qui fonctionne extrêmement bien, c'est un dispositif qui est apprécié par toutes les parties prenantes, c'est un dispositif qui est peut-être, par certains aspects, sur l'enseignement supérieur, un petit peu menacé. Donc il est extrêmement important là aussi que nous tous, mais vous tous aussi ici, soyez des acteurs pour protéger et pérenniser ce système. Et puis, François l'a un petit peu évoqué, quand on parle d'ouverture sociale, il n'y a pas simplement la dimension financière. Il y a cette espèce de plafond de verre, d'autocensure qu'ont un certain nombre de personnes qui pensent que l'enseignement supérieur, ce n'est pas pour eux. Les cordées de la réussite sont là pour contourner ce dispositif. L'Institut de l'engagement, dont nous sommes partenaires, qui permet à des diplômés du service civique et de l'Institut de l'engagement de venir faire des parcours chez nous, est un deuxième moyen. Vous avez évoqué le dispositif Prépavenir ou la préparation ENA à l'Université. Tous ces dispositifs-là sont là aussi pour simplement aider, pas seulement financièrement, une ouverture sociale la plus grande possible. L'ouverture, la diversité, c'est aussi la diversité internationale, on l'a un petit peu évoqué. On a tous dans nos établissements de 20 à 30 à 40% d'étudiants étrangers, de 10, 20 à 30% de corps enseignants étrangers. Et ça aussi, c'est une dimension extrêmement importante. Évry, c'est un territoire, mais Évry, c'est un territoire dans le monde. Et puis, il y a une diversité importante aussi à laquelle on pense peut-être moins, c'est de permettre à tous les étudiants, quelle que soit leur spécificité, d'accéder à l'enseignement supérieur, pas simplement économique ou social. Ça peut être les étudiants en situation de handicap ou les sportifs de haut niveau, peut-être ceux qui sont les deux à la fois aussi. Et ça aussi, ça existe dans nos établissements. Et puis, il y a une dernière diversité qui est extrêmement importante aussi. Et là, je suis un tout petit peu mal placé pour en parler, c'est la parité. Là, malheureusement, il va falloir qu'on fasse quelque chose. À chaque fois, on est dans cette situation-là. Mais dans nos établissements, c'est un petit peu différent. Alors, selon les écoles, à IMTBS, Institut Millennium Business School, on a 50% à peu près de jeunes filles parmi les étudiants. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est un petit peu plus compliqué, notamment dans le domaine du numérique, mais on y travaille par des dispositifs, par la formation et par la recherche. On a chez nous une équipe de recherche qui travaille sur la question du genre dans le monde des télécoms pour bien comprendre ce qui se passe, pour améliorer la situation. Voilà un petit peu donc cet enjeu de diversité et d'insertion. Tous les talents sur le territoire d'Évry, mais tous les talents qui réussissent dans toute leur diversité. Merci. Ça marche, voilà. Donc Denis a effectivement parlé de recherche et nous avons une particularité sur le campus ici à Évry, c'est d'être en capacité de valoriser cette recherche. La recherche et la valorisation de la recherche, c'est quelque chose d'essentiel. Et à Génopôle, nous y sommes très attachés. Alors pourquoi valoriser cette recherche? Eh bien tout simplement pour préparer à Génopôle les médicaments, les thérapies innovantes de demain. Donc la valorisation de la recherche permet la transformation de cette recherche en modèle économique, en modèle productif, pour faire en sorte que cette recherche se traduise à terme en des produits qui soient accessibles à tout le monde. Voilà, donc c'est à Génopôle quelque chose qui nous occupe beaucoup, comme vous le comprenez, mais au-delà de la santé, nous allons également adresser des problématiques plus larges, nous allons adresser des questions liées au numérique, nous allons adresser des questions liées également à l'environnement, puisque nous développons également des activités dans ces domaines-là. Donc nous valorisons la recherche à travers certains dispositifs, et nous avons quelques dispositifs très concrets que nous avons mis en place sur le campus et que je vais détailler rapidement. Par exemple, le dispositif ATIGE qui permet d'accueillir chaque année des chercheurs qui viennent avec leurs projets de recherche et nous les finançons pour 2 ans. Donc nous mettons des moyens substantiels pour faire en sorte que cette recherche puisse se valoriser ici, sur notre campus. Nous avons également des programmes comme le programme Shaker qui permet à des jeunes étudiants, des jeunes chercheurs, de pouvoir soumettre un projet d'innovation. Et nous encadrons ce projet, nous finançons pour partie ce projet pour lui permettre d'éclore et de se transformer à terme dans une entreprise. Tout à l'heure, Laurent mentionnait les incubateurs que nous avons également sur notre campus, les incubateurs C19 par exemple, l'incubateur IMT Starter,
où également nous contribuons à faire éclore cette innovation et à valoriser cette innovation. Nous avons également beaucoup de moyens sur notre campus. Nous avons 25 plateformes technologiques, des plateformes technologiques qui touchent à beaucoup de domaines, que ce soit l'imagerie, la spectrométrie de masse, que ce soit encore la microfluidique que nous allons déployer cette année en 2021. Donc beaucoup d'initiatives, beaucoup de moyens que nous souhaitons mettre à disposition de la recherche pour faire en sorte de la valoriser. Et je ne serais pas complet si je n'évoquais pas un programme que nous avons mis en place ici sur ce campus, qui est un programme, un appel à idées que nous avons mis en place avec l'hôpital sud-francilien, le centre hospitalier sud-francilien, un appel à projet qui permet à des médecins, à des praticiens de soumettre leurs projets d'innovation et nous leur apportons notre savoir-faire pour faire éclore ces différents projets. Donc c'est quelque chose dont nous sommes très fiers, qui est financé par le département, qui est financé par l'agglomération, en collaboration avec nos grandes écoles et notre université. Donc c'est vraiment ces programmes-là que nous mettons en place pour faire en sorte que cette recherche puisse arriver à terme à disposition de tous. Voilà, donc je vais céder la parole à nouveau à Patrick. Il y a quand même un point que je voudrais évoquer et faire un vœu pour l'année 2021 pour nous tous. Ce vœu, si je devais le formuler, ça serait de continuer à développer cette interdisciplinarité que nous avons réussi à mettre en place. On sait que cette interdisciplinarité est fondamentale pour valoriser la recherche, que ce soit les formations médicales, les formations scientifiques, les formations d'ingénieurs, les formations de managers. Cette interdisciplinarité, ce travailler ensemble est vraiment essentiel pour la réussite de nos projets et de notre campus. Je vais prendre le tien, ça sera plus simple avec du gel. Ah, il faut l'allumer, d'accord. Alors, dans cette période un peu difficile, notre ambition et le bien commun, c'est également de ne pas perdre en vue l'ouverture sur le monde. La recherche, ce sont des grands instruments qui mettent à contribution des pays, des continents, l'Europe, les États-Unis. La recherche demain, c'est l'énergie, c'est ITER. Il se passe des choses au Japon, il se passe aussi des choses en France. Et ça, ce sont des efforts internationaux extrêmement lourds. La recherche, c'est des solutions demain avec les applications qu'on attend du quantique, le plan de 1 milliard qu'a annoncé le président de la République cette semaine. Et le bien commun, à travers l'ouverture au monde, c'est faciliter la circulation des chercheurs, mais aussi des étudiants, pour qu'ils puissent se confronter à d'autres cultures dans le respect des cultures. Très souvent, le développement s'est traduit, s'est accompagné par une espèce de vue dystopique. Il n'y avait qu'un seul modèle au monde, un modèle dominant qui écrasait des formes d'expression, des formes de savoirs locaux, de savoirs ancrés et qui écrasait les cultures. Je crois que dans le monde qui se construit, dans le monde qui vient, c'est ce partage international des connaissances, la construction des connaissances qui sera un élément aussi indispensable. Et comprenez-le, par l'ouverture que nous avons ici, c'est des milliers d'étudiants qui viennent du monde entier, beaucoup plus au niveau master et doctorat, bien entendu, parce que c'est la règle, mais aussi à travers les programmes Erasmus, Erasmus+. Cette circulation des idées permet, et des savoirs, c'est un bien commun, puisque comprenez que quand nos collègues retournent dans leur pays, ils peuvent contribuer de façon constructive à un développement local qui prend la couleur locale et qui sert localement des besoins essentiels. Et donc, de cette façon, dans le monde de demain, on pourra contribuer à limiter l'horreur des migrations forcées, l'horreur de ce qui se passe en Méditerranée, etc. Et ça passe nécessairement par la recherche qui accueille, la recherche qui se projette, la recherche qui unit ses efforts. Et c'est, je crois, l'esprit des collègues enseignants-chercheurs et des chercheurs qui travaillent ici sur ce campus, très ouvert, sur les grands instruments, bien entendu, mais aussi sur les femmes et les hommes que l'on construit. Et en matière de parité, Denis, puisque tu as soulevé cette question essentielle aussi,
Nous avons, et en coordination avec Paris-Saclay, le devoir de rendre compte de la façon dont on fonctionne, eu égard aux promotions, eu égard aux positions occupées par les femmes et les hommes, et d'avoir un plan d'action que l'on a décliné ici, dans l'établissement, en 8 points, et sur lesquels nous avons posé des indicateurs de suivi de trajectoire pour faire en sorte que, là aussi, nous nous améliorons. Et j'aime à dire que quand on circule dans des pays où la parité n'est pas de mise, c'est là qu'on se rend compte de la catastrophe que ça représente et qu'il ne faut pas s'habituer à ce qui peut paraître normal à un instant T. Et c'est en regardant derrière qu'on voit nos progrès. Donc une ouverture au monde très importante et d'autant plus importante en période de crise pour faciliter le monde de demain. Et je redonne la parole à Gilles sur ces questions d'industrialisation. Gilles. Alors oui, je vais vous parler d'industrialisation. Je crois que c'est aussi un terme nouveau, mais c'est un terme important. Pourquoi c'est un terme important? Parce que je pense que sur le campus, nous avons des forces évidentes. Nous avons une excellence de l'académique, une excellence de la recherche, des fortes capacités entrepreneuriales. Et je dirais qu'il faut rajouter une dimension complémentaire qui est la dimension de l'industrialisation. Alors pourquoi cette industrialisation? Elle est importante pour fixer les différents projets, pour fixer l'emploi, pour fixer l'activité économique et pour développer notre territoire. Donc cette notion d'industrialisation, c'est une dimension complémentaire, un nouveau challenge que nous avons à relever ici sur le campus d'Évry-Courcouronnes. Et je pense que nous sommes très bien positionnés pour le faire. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour aller vers cette industrialisation. Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, un programme a été lauréat, le programme Magenta, qui est aujourd'hui conduit par l'unité de recherche ARTG et Citera de l'INSERM Paris-Saclay, qui permettra d'optimiser les procédés de production dans le domaine de la bioproduction. Donc c'est quelque chose qui est vraiment d'importance, dont nous sommes très fiers d'héberger d'ailleurs dans les locaux de Génopôle. Cette industrialisation, elle est vraiment fondamentale pour pouvoir prendre ce tournant-là. Également, nous mettons à disposition des acteurs génopolitains des dispositifs qui sont dans le cadre du plan de relance et du plan d'investissement d'avenir. Nous avons 3 de nos entreprises sur le cluster de Génopôle qui bénéficient de ce plan de relance et qui vont pouvoir bénéficier de subventions relativement substantielles pour pouvoir s'industrialiser, aller vers des pilotes pré-industriels puis industriels et pouvoir réaliser des productions sur le site même du Génopôle. Donc c'est quelque chose qui est pour nous vraiment extrêmement important. Voilà, donc si je devais faire un deuxième vœu pour cette année 2021, je dirais il faut que nous réussissions tous ensemble ce virage vers l'industrialisation. Et nous avons les capacités de le faire, nous avons l'université, nous avons des grandes écoles d'ingénieurs avec des véritables capacités de formation dans le domaine de l'ingénierie, du numérique, de la robotique, et qui doivent bénéficier ces formations à l'ensemble du campus. Merci Gilles. Alors la croissance c'est bien, mais j'étais en train de regarder des magnifiques terrariums là. La croissance verte c'est pas mal non plus. Ce qui m'amène à une transition, et c'est le cas de le dire, puisque effectivement on a aussi collectivement en matière de biens communs un défi à relever qui est celui de la convergence entre la transition numérique, dont on a beaucoup parlé, et puis la transition écologique. Transition écologique parce que maintenant, il est assez clair que nos ressources sur la planète sont limitées. Et puis transition numérique parce que voilà, c'est un paradigme contre lequel on ne peut plus lutter désormais. Un certain nombre d'industries préfèrent ou ont choisi de faire de la valeur avec de l'analyse et du traitement de données plutôt qu'en produisant des biens et des services. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le numérique. Il y a 50 ans, on rigolait en faisant des petits trous dans des cartes. Bon, aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui nous suivent à distance. On est en mode hybride et on avance dans ce sens-là. Donc il faut qu'on soit proactif sur cette convergence transition numérique, transition écologique. Alors il y a différents exemples qu'on peut décliner. Il y en a un qui est cette notion qu'on qualifie souvent de développement durable et responsabilité sociétale. Donc on essaye tous dans nos établissements
d'y contribuer. Du côté de l'ENSIE, on a décroché en décembre dernier le label Développement durable et responsabilité sociétale qui est délivré par la Conférence des grandes écoles. Et puis pour l'anecdote, pour ceux qui me connaissent, je suis assez fanatique des nœuds papillons. Et je tiens à signaler que celui-ci est fait en recyclage de chambre à air par une entreprise adaptée qui s'appelle La Vie et Belt. Si ça vous intéresse, il suffit de le taper sur Google, vous trouverez leur site. Voilà ce que je voulais dire pour le développement durable et la responsabilité sociétale. Il y a d'autres initiatives comme HOP, par exemple, Halte à l'obsolescence programmée. Et on est un certain nombre ici à œuvrer pour ce qu'on appelle le mélange entre le Green IT et l'IT for Green, parce que finalement, le numérique est quelque part à la fois un problème, mais aussi une solution. Voilà, donc je pense que, puisqu'on en est aussi à la période des vœux, je fais le vœu qu'on soit de plus en plus proactif et innovant en matière de convergence entre la transition numérique et la transition écologique. C'est important pour nous de développer la créativité en favorisant les approches interdisciplinaires. Et c'est pourquoi nous mettons en avant les forces de notre territoire. Je donne un exemple. Au Génopôle, nous organisons chaque année, en été, une université d'été pour des biologistes. Alors qu'est-ce qu'on fait de particulier? On met en contact ces biologistes avec d'autres disciplines, les mathématiques, l'informatique, le numérique, pour justement créer les outils numériques de demain qui permettront d'analyser encore mieux les génomes. C'est ça, développer la créativité en favorisant les approches interdisciplinaires. Mais c'est aussi faire travailler ensemble des personnes de sensibilités très différentes. Par exemple, à Télécom Sud Paris, avec IMTBS et avec une école de Bourgogne, nous mettons en place une formation qui fait travailler ensemble une manager. J'ai retenu qu'il y avait 50% de jeunes femmes à IMTBS. Donc une manager, un ingénieur, un ou une designer, pour justement créer avec ce mélange design, numérique, management. Favoriser la créativité en développant les approches interdisciplinaires, c'est aussi faire se rencontrer assez vite le monde académique et le monde économique. C'est pourquoi avec IMTBS, nous participons au challenge Projet d'entreprendre qui permet à des milliers de jeunes chaque année, très tôt dans leur formation, d'être en contact avec l'entrepreneuriat. À Télécom Sud Paris, nous avons la chance de faire partie de l'Institut Polytechnique de Paris, qui base une partie de son image sur ces 4 centres interdisciplinaires. Un 5e est en cours de construction. Et je donne comme exemple le centre interdisciplinaire E4C, Energy for Climate, l'énergie pour le climat, à l'intérieur duquel des postdoctorants, des enseignants-chercheurs du domaine des mathématiques, de la physique, de la robotique, de l'intelligence artificielle travaillent pour justement réussir cette transition numérique en même temps que la transformation énergétique. Pour 2021, je nous souhaite à tous en fait d'être extrêmement créatifs. Je nous souhaite à tous d'avoir d'excellentes nouvelles, de bonnes surprises. Et ces excellentes nouvelles et ces bonnes surprises, c'est aussi à nous d'aller les chercher. Et je donne la parole à Denis. Merci François. Alors, vous l'avez compris, nous faisons tous collectivement énormément de choses dans nos domaines d'enseignement, de recherche, de développement économique. Mais derrière ce que nous faisons, le plus important, c'est l'impact.
l'impact que nous pouvons avoir et l'impact sur l'ensemble de nos parties prenantes. Les parties prenantes, c'est bien évidemment les étudiants, en premier lieu, mais c'est aussi les entreprises, c'est la société, c'est l'économie, c'est la planète, c'est notre territoire. Les thématiques sur lesquelles nous travaillons sont au cœur des enjeux de société, la génomique, la santé, le numérique. Elles ont donc un impact. Et quand on dit impact, implicitement, on pense impact positif. En fait, ce n'est pas si simple et pas si évident. Les technologies, elles ont des impacts positifs et négatifs. Laurent parlait du numérique, alors restons sur l'exemple du numérique. C'est un impact environnemental qui peut être positif, qui peut être négatif. Ça chamboule les vies privées, ça concerne la démocratie, ça unit et ça crée des fractures. Donc il est important de regarder et de bien comprendre ce que sont ces impacts de ce que nous faisons et de faire en sorte que ce soit le bon côté de l'impact qui l'emporte. C'est quelque chose qui concerne la recherche et la recherche responsable. Il y avait un colloque très récemment auquel l'ensemble des acteurs ici ont participé sur la recherche responsable. C'est aussi un sujet de recherche, cette responsabilité. Si je prends quelques exemples, nous avons un certain nombre d'acteurs ici, des chaires de recherche avec des acteurs industriels sur des sujets qui sont exactement au cœur de l'impact des technologies et du numérique. Une chaire sur les valeurs et la politique des informations personnelles, donc autour de tout ce qui tourne autour de la vie privée, de la protection de la vie privée, des impacts des données. Une chaire qui s'appelle Good in Tech, et pas Tech for Good. Good in Tech, ça veut dire réfléchir aux innovations dès le départ en pensant à leur impact et en cherchant à ce qu'elles aient un impact positif. Et puis une autre chaire aussi qui est assez sur, là, qui rejoint la santé, qui est sur le bloc opératoire augmenter, pardon, et donc ajouter des technologies dans un bloc opératoire et de voir comment cela a un impact, donc non seulement sur la technologie, la technique opératoire, mais aussi sur les personnes, les humains. Parce que derrière tout ça, quand on parle d'impact, il y a forcément une dimension humaine. C'est un enjeu de recherche, donc c'est aussi, bien évidemment, un enjeu de formation. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que les étudiants que nous formons, qui seront les acteurs de l'économie de demain, qui seront des décideurs demain, qui auront les manettes et les leviers, qui auront peut-être plus d'impact que les autres, ne soient pas formés et sensibilisés à comprendre ce que sont les impacts de leurs actions sur la planète, sur l'environnement, sur l'ensemble des parties prenantes. Le développement durable, la RSE, et les étudiants nous le demandent aujourd'hui, c'est plus quelque chose dans un coin, ça doit devenir central dans tout ce que nous faisons, dans nos formations et dans nos recherches. L'impact, c'est aussi un enjeu d'ouverture sur nos territoires et sur le public, le grand public. Ne pas être simplement dans notre sphère, dans notre monde, mais essayer, et je pense que nous ne le faisons pas encore assez, collectivement ici dans le campus évryen, la situation pandémique ne l'aide pas forcément, mais à nous ouvrir sur le territoire et à faire venir le territoire aussi à nous, sur nos thématiques d'enseignement et de recherche. Et puis l'impact aussi, c'est celui que nous avons au quotidien dans le fonctionnement de nos institutions, et dans leur impact sur l'environnement notamment et sur le territoire. Et là, nous avons beaucoup de travail pour progresser dans l'impact environnemental de nos locaux et de notre fonctionnement. C'est là aussi que les acteurs publics et les financements publics, et ça a été des sujets d'actualité très récemment, doivent nous aider pour faire en sorte que notre impact environnemental soit réduit. Parce que si nous voulons former nos étudiants à prendre en compte ces impacts, nous avons aussi à leur montrer l'exemple sur ce que nous faisons dans nos propres campus. Alors pour 2021, eh bien, je nous souhaite une année qui démarre dans l'optimisme et qui soit une année à impact positif. Très belle année à tous. Ça fonctionne. Merci. Merci, chers collègues. J'espère que vous avez compris que cette notion de bien commun traverse et est une ligne directrice pour notre action future et l'action au quotidien. Je souhaiterais à mon tour formuler quelques vœux et conclure cette cérémonie, si vous me le permettez. Nous sentons, et je crois que cela est partagé notamment par les plus jeunes, nos étudiants, que nous sommes à un moment d'accélération de la conscience de notre propre finitude, de la finitude du monde, que nous sommes à un moment de basculement de nos certitudes. Il y a effectivement une forme de désappointement qui transpire,
car nous entrevoyons un monde, oui, mais un monde où nous ne sommes pas nés, et qui implique certainement un changement dans l'esprit humain aujourd'hui. Ce changement, ne nous trompons pas, a été impulsé grâce aux produits de la recherche, de ce que nous faisons, qui nous permettent d'analyser et de voir devant. Et en premier lieu, cette science qui ouvre tant de perspectives. Et si à ce stade, nous ne pouvons pas encore et précisément porter une vision nette sur ce qui vient, je crois que nous avons la charge morale de penser demain, de construire avec celles et ceux, les jeunes, les très jeunes qui y vivront. Ce nouveau continent, par définition ignoré de nos mémoires, cette nouvelle société, si nous nous attelons à la préparer soigneusement, en conscience, cette nouvelle société s'enrichira d'un passé qui sera fort de nos succès aujourd'hui, mais aussi riche des leçons de nos erreurs. Et surtout, baigné de la liberté, fille des Lumières, et à laquelle nous sommes toutes et tous fidèlement attachés, car la liberté porte l'empreinte toujours de la vivacité de toute jeunesse. Je vous souhaite alors, et en tout premier lieu, de trouver la force de dépasser le trouble que nous vivons par cette stabilité que nous apporte la raison, par la certitude, et je dirais par la foi qu'avec le corpus des connaissances que nous avons construit, par la puissance de ce qu'apporte l'accord issu d'une réflexion commune, nous puissions trouver le chemin de l'apaisement et qui passe aussi par le chemin de la paix et qui va vers la paix. Le monde a ses nuages, le monde a ses ombres, mais il a aussi son soleil. Sylvie, le soleil levant de Paris-Saclay, c'est un petit clin d'œil. Et comprenez que l'humanité a traversé bien des crises. Celle-ci, n'en doutons pas, prendra fin. Elle nous rendra plus forts, car plus attachés au profond, plus attachés à l'essentiel, plus attachés, je crois, au bien commun. Je vous souhaite, et en particulier très sincèrement aux étudiants, aux jeunes qui nous écoutent, je vous souhaite enfin de trouver et de vivre cette singulière beauté qui, quand on y regarde de près, est attachée à chacun des jours qui nous est donné. Elle existe et on la trouve quand on la cherche. Ne doutons pas que la beauté resplendira à nouveau dans nos mémoires quand toutes les affections seront passées. Je vous souhaite une très bonne année 2020 et j'insiste et je remercie pour leur présence les corps constitués et toutes celles et ceux qui nous accompagnent au quotidien et qui font que notre enseignement supérieur et notre recherche partout en France sont plus beaux. Merci beaucoup et très bonne année. Alors, en guise de notre conviction et de l'espoir que nous portons, on a amené ces terrariums qui vont contribuer à ce que vous vous souveniez de nous par le soin que vous leur apporterez. Alors, on va remettre ce petit terrarium à Marie Guévenoux, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre. Denis. C'est un peu encombrant, mais enfin bon, comme ça, il vous sera difficile de nous oublier. Attention de ne pas le casser. Stéphane Baudet, Gilles, maire d'Évry et président de Génopôle. Ce n'est pas de l'entre-soi. Hein. À monsieur le secrétaire général de la préfecture, Laurent. Ben vous apprendrez, hein, il n'a pas d'âge pour apprendre. Et puis Sylvie, puisque tu es là, elle se cache. Sylvie, je vais demander à Denis de te remettre en guise d'alliance ce petit terrarium, en espérant que tu en prendras grand soin. Voilà. Sylvie Retailleau, présidente de l'Université Paris-Saclay, qui nous fait la gentillesse d'être là en présentiel. Merci beaucoup de votre présence. Et vous allez apprendre l'horticulture. Avant de faire pousser les carottes, il faut savoir faire éclore les belles fleurs. Merci de votre présence.